La cour, c'est le lieu où remonte la rumeur du royaume, qui informe le roi de l'état de son royaume, et où redescend en fait ce que le roi veut pour son royaume. La chasse, c'est pour s'entraîner à la guerre, c'est pour montrer lorsqu'on est le prince qu'on est le maître du monde sauvage, et avec une culture différente en fonction des pays. Et là où sur beaucoup de sujets, François Ier est un peu à la remorque des modèles italiens, sur la chasse, il assume une chasse typiquement française, qui est la chasse à cour, et qui est une chasse qui est un peu méprisée par les Italiens. Les ambassadeurs à la cour expliquent qu'ils ne comprennent pas que François Ier court comme ça à travers bois, couché sur l'encolure de son cheval, en se prenant des brindilles, des feuilles, des branches dans la tête. Donc c'est un passe-temps un peu brutal, un peu bourrin, on dirait aujourd'hui, et qui n'est pas à la hauteur de ce que doit être un prince de la Renaissance. Et François Ier, c'est ça qu'il aime, et c'est quelque chose auquel il n'est pas prêt de renoncer. Même quand il est vieux et malade, il continue à chasser ou à se faire porter à la chasse. Vous allez nous montrer une arbalète. Et comment fait-on la différence entre l'arbalète de chasse et l'arbalète de guerre ? L'arbalète de chasse, surtout royale ou de l'entourage royal, est beaucoup plus décorée. Là, on a un parement en ivoire tout autour qu'on n'aurait pas sur une arbalète de guerre. En revanche, la puissance de tir de l'arbalète est comparable et la tension de corde, ça peut aller jusqu'à peu près 200 kg. À titre de comparaison, la raquette de Federer, elle est tendue à 22 kg. Donc ça vous donne une idée de la puissance. Le carreau tourne sur lui-même. Donc au moment de l'impact, non seulement il y a la puissance du carreau qui est assez épais et assez lourd, mais il y a en plus, ça vrille et donc ça fait des blessures extrêmement dangereuses. On l'appelle l'arme du diable lorsqu'on l'utilise contre des hommes. Mais effectivement, quand on regarde un sanglier comme celui qui est derrière, on comprend l'utilité de la puissance de cette arme. Ça vous arrête un cheval au galop, ça vous arrête un sanglier au galop. C'est extrêmement dangereux. Donc, le jeu de paume, c'est un peu l'ancêtre de tous les jeux de balle, aussi bien le tennis que la pelote basque ou le squash. Alors, ça ressemble plus, pour s'imaginer, au squash qu'au tennis. C'est-à-dire que ça se joue avec un filet, mais on a le droit d'utiliser toutes les surfaces, et notamment les murs. C'est un sport qui se joue souvent à 4, c'est-à-dire que ça se joue en double. Voilà, et François Ier est vraiment un adepte du jeu de paume, et c'est effectivement un sport très, très important. Et d'ailleurs, au château de Beauregard, il y avait une salle de jeu de paume qui était en dessous de là où nous sommes. Dans toutes les grandes demeures de province, les seigneurs qui avaient les moyens se faisaient construire une salle de jeu de paume. Et on jouait avec la raquette déjà? C'est nouveau? Oui, on jouait avec la raquette, oui. On jouait avec la raquette date du 16e ou elle était... Non, c'est plutôt 15e. Les règles évoluent un petit peu au cours du 15e, 16e, 17e, mais le principe de la raquette tel que vous l'avez ici, c'est quelque chose qui est déjà bien établi au cours du règne de François Ier. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui a laissé beaucoup d'expressions, on ne sait pas qu'elles viennent du jeu de paume. Et puisque vous parlez de spectateurs, l'expression « épater la galerie », c'est une expression qui vient directement du jeu de paume, c'est qu'on épatait la galerie dans laquelle se tenaient les spectateurs en essayant de faire un coup impressionnant.